je pose la question, lui en tant que chercheur qui fréquente un peu les forces de défense et de sécurité de la sous-région, ne pensez-vous pas que la solution aujourd'hui en Afrique, de manière générale, à l'échelle nationale comme au niveau sous-régional, la solution ne serait pas de développer un concept de polyvalence dans la formation et dans la préparation des FDS pour mieux les adapter et les faire glisser du terrain de la sécurité physique de manière générale à celui de la sécurité humaine. Puisque peut-être que ce glissement pourrait permettre dans la prise en compte logistique des besoins de prévention, la réalisation de ce stock de sécurité dont il parlait et une meilleure implication des forces de défense et de sécurité dans la préservation des secteurs vitaux et stratégiques de la nation. Puisque la santé, de manière générale, la notion de souveraineté ne s'arrête plus. Si en filigrane dans son discours, la notion de souveraineté ne s'arrête plus au domaine strictement physique ou politique, mais englobe ou en fait prend en compte les aspects humains, les aspects du bien-être des populations et en définitive les aspects aussi de la souveraineté numérique, puisqu'il a mis en exergue la place actuelle, la faiblesse de l'État africain ou des sociétés civiles africaines ou de l'État, des organisations civiles africaines de manière générale dans ce nouveau challenge qui est en fait le numérique, qui peut être le prochain terrain de guerre ou en tout cas de compétition des nations. Je voudrais recueillir ses avis sur ce point particulier. Et pour le docteur Oumarou, je voudrais lui demander, en regardant les catégories analysées, on voit que la prévention est extrêmement faible. Elle vient en dernier lieu. Est-ce à dire que les forces de défense et de sécurité, en dehors du fait qu'elles n'étaient pas préparées à la crise, est-ce que ce n'est pas une tare, disons, structurelle qui fait qu'elles sont davantage orientées vers leur rôle traditionnel de répression que dans l'anticipation? Qu'est-ce qui, à son avis, devrait être fait pour pouvoir, en réalité, anticiper davantage et mettre la prévention, l'avant-crise, disons même, l'avant-crise, au devant de la gestion effective de la crise? Je voulais aussi recueillir son point de vue sur ce point. Merci beaucoup, Michel le modérateur. En ce qui concerne votre préoccupation, mon général, sur donc l'évolution des armées et sur cette préparation à la polyvalence, je pense qu'il faut le prendre il faut le considérer comme une urgence, parce que vous voyez, j'ai pu observer au Bénin, en Côte d'Ivoire par exemple, il y a eu au moins deux types de problèmes sur le plan de la gouvernance. Il y a eu là où il y a eu des problèmes, en tout cas, il y a eu des problèmes de coordination. On a, par exemple, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays également. Au Bénin, par exemple, on n'avait pas jusque-là, avant la réforme constitutionnelle, un conseil, l'équivalent d'un conseil national de sécurité. En Côte d'Ivoire, la riposte sur tous les plans, sanitaire, sécuritaire, a été pensée, décidée au niveau du Conseil national de sécurité. Et au Bénin, on a donc un comité interministériel large qui a piloté avec plus ou moins de succès. En termes de coordination, c'était pas en tout cas la meilleure forme de coordination qu'on pouvait avoir, mais avec la mise en place maintenant du Conseil national de sécurité, je pense que ça peut améliorer la coordination. Donc la question de la polyvalence, à mon avis, elle doit être pensée comme une urgence, mais elle doit être pensée aussi à l'échelle régionale. Parce qu'il faut qu'on regarde, parce qu'on est dans un domaine dans lequel les coûts, parce que là on a parlé des stocks stratégiques, on parle d'un certain nombre de dispositifs logistiques aussi qu'il faut avoir pour apporter, pour considérer qu'on est prêt à anticiper un certain nombre de situations de catastrophes et de crises. Ça coûte énormément cher pour les États. Et donc ce que je pense aussi, on a eu dans la région, en tout cas en Afrique un peu plus qu'ailleurs, des réponses strictement nationales. Les États se sont enfermés, les frontières ont été fermées, mais vraiment
enfin officiellement, de façon tout à fait métique, les transports ont été bloqués. On a une réponse vraiment dure. C'est l'une des raisons sans doute pour lesquelles, en tout cas du point de vue rationnellement, qui peut justifier aussi le fait qu'on a des taux de contamination qui ne sont pas les plus élevés au monde, parce qu'il y a eu quand même des mesures relativement assez fortes en Afrique. Donc je pense que ce besoin de polyvalence là, il faut le penser au niveau régional. Il faut considérer que les avantages comparatifs que les armées peuvent donner donc dans un dispositif qui est pensé au niveau régional, la polyvalence. Mais la polyvalence, il faut la penser pas seulement en termes de capacité au niveau donc c'est-à-dire chaque militaire ou chaque unité ne peut pas développer un maximum de polyvalence. Je pense que la spécialisation aussi est importante, mais il faut penser la polyvalence au niveau régional aussi. Et je pense que ça peut aller ça peut partir déjà même de la formation. Il y a déjà aujourd'hui en Afrique de l'Ouest un certain nombre j'interviens donc dans une école militaire où je reçois des stagiaires du Sénégal, mais aussi d'autres pays, mais également donc des stagiaires béninois qui vont ailleurs. Et je pense qu'il faut intégrer déjà dans la préparation et dans les entraînements cette logique de polyvalence là, de façon à ce qu'elle soit pensée régionalement et qu'il y ait des pôles, on va dire, de spécialisation dans chaque pays de la CEDEAO, par exemple. De façon à ce qu'on sache que sur un certain type de menace, il y a des réponses robustes qui sont pensées à partir du Sénégal ou à partir de la Côte d'Ivoire qui peuvent couvrir la région. Et que sur d'autres types de menaces, il y a également donc des capacités qui sont pensées, mises en place avec des entraînements conséquents et des logiques d'adaptation qui sont développées de façon à faire face aux crises quand elles surviennent. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut être envisagé comme une action d'une grande importance urgente et vitale, mais qui doit être pensée régionalement. Parce que le nerf de la guerre, on en a parlé, c'est qu'on est dans la complexification du champ de la guerre, son extension. Quand on parle de guerre sanitaire, quand on considère de plus en plus la santé dont on savait déjà que c'était une préoccupation vitale pour l'État. Mais là, on est en train de quelque part de rendre un peu la santé comme une fonction aussi régalienne de l'État, comme une charge régalienne de l'État. Et donc, de ce point de vue, c'est aussi une extension donc comment dire ça, des responsabilités de l'État d'un point de vue financier. Et tout cela coûte énormément d'argent et il ne faut pas imaginer qu'on peut faire face seul à ces besoins donc logistiques qu'on a, à ces besoins de polyvalence qu'on a de façon isolée au niveau de chaque État de la région. Donc voilà ce que je peux dire. Je pense que l'intégration régionale doit aussi passer par là. On a vu à quel point au niveau de l'Europe la solidarité a fonctionné, comment la logistique et cette logique de polyvalence là aussi a permis donc d'avoir non seulement des réponses étatiques, mais aussi une réponse régionale, une réponse continentale avec l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas avec la CEDEAO. Les États ont piloté seuls la réponse et il faut à l'avenir qu'on puisse développer cette polyvalence-là à l'échelle régionale. Je pense que ce sera pour le plus grand bien de la communauté, la CEDEAO, et pour le plus grand bien des armées qui peuvent être soulagées simplement par cette logique de polyvalence régionale-là. Donc voilà ce que je peux dire en termes de contribution sur votre propos qui me paraît tout à fait justifié.